Côté voiture, rien à dire, les Ascona 400 sont archi classiques. Côté pilote, Opel n'a choisi que des hommes de premier plan, et notamment un champion du monde qui effectue sa rentrée, l'Allemand Walter Röhrl. Pour Monte Carlo, nous conduirons ces deux voitures, l'une pour Jocky Klent, l'autre pour moi. Ce sont deux Ascona 400 comme celle qu'Opel a utilisées durant ces 2 dernières années. Elles n'ont rien de bien nouveau. Nous avons 255 chevaux pour 1080 kg. L'Ascona 400 est une voiture qui, après 3 années de course, est maintenant au point. Elle ne devrait pas avoir de problème. Naturellement, s'il y a de la neige, les 4 roues motrices auront un gros avantage. Mais bien sûr, ce sont des voitures d'une grande technicité. Elles sont compliquées et personne ne peut dire aujourd'hui si elles auront ou non quelques problèmes. Fidèle à sa légende dans le rallye Monte Carlo, la Porsche 911. Pour nous en parler, le Suédois Valdegard. Elle ne présente pas apparemment de grandes différences avec la 911 des années 70. Elle lui ressemble plutôt, mais elle a aujourd'hui plus de puissance, de meilleurs freins, de bien meilleurs freins. Et le moteur ? Je vous l'ai dit, il est très puissant. Quand j'ai gagné le Monte Carlo il y a 12 ans, il devait développer 250 chevaux. Maintenant, il en développe 320. La voiture est une vraie bombe. Avec la bénédiction de l'usine Porsche et par le biais de préparateurs patentés, 4 911 courent pour la victoire. Une chez Mesnari, celle de Béguin, 3 chez Almeras, celle de Valdegard, celle de Fréclin, transfuge provisoire de Talbot, et celle de Terrier, dont on se rappelle les performances l'an passé. Des expériences intéressantes au rallye Monte Carlo cette année, il n'en manque pas. Il y a par exemple une trentaine de bons pilotes qui courent avec des pneus spéciaux sans clous. Il y a aussi cette expérience unique, celle de Jean-Claude Andruet, mais Andruet, vous le savez, n'est pas l'homme des choses simples. Pour disputer ce rallye, il a choisi un pur sang de la route, une Ferrari 308. C'est pratiquement une première pour Ferrari. La seule chose que je regrette, c'est que nous ne disposions pas suffisamment de temps cette année, maintenant, pour parfaire la mise au point sur la neige, parce que c'est la première fois qu'une Ferrari est employée sur la neige, enfin dans une compétition hivernale du moins. Et je crains que nous soyons un petit peu juste au niveau temps, et ça je le regrette d'autant plus que j'estime que l'image Ferrari mérite d'être toujours au sommet, et ça me donne des responsabilités que j'ai un peu peur d'assumer. Voilà. Drôle de responsabilité en effet que de maîtriser les 310 chevaux d'une Ferrari piaffante, plutôt définie pour le grand tourisme. Mais Andruet connaît bien sa partition pour l'avoir déjà joué l'an passé avec succès dans plusieurs rallyes. Moi j'ai vu que c'était une voiture de série qui était fantastique. Elle est équilibrée, moteur central, c'est vraiment la voiture dont on peut rêver au niveau pour se faire plaisir en conduisant. Donc quand une voiture a une base saine, je pense qu'on peut en sortir quelque chose beaucoup plus facilement que ce qu'on a pu voir sur certaines voitures qui étaient issues de bases vraiment pas forcément fantastiques. Mais bien sûr, il reste à Monte Carlo un facteur que l'on ne peut ignorer dans ces calculs, c'est le facteur météo. Si nous rencontrons des conditions atmosphériques difficiles, c'est-à-dire très enneigées, tout ça, ça sera impossible, je pense. Et ça sera impossible pour qui que ce soit, qui n'ait pas 4 roues motrices. Mais dans des conditions pendant lesquelles se sont déroulés certains Monte-Carlo, si vous voulez, je pense qu'on peut battre les Audi, tirer notre épingle du jeu. En tout cas, en Corse, si vous voulez, sur un terrain sec mais très sélectif, nous étions devant les Audi Quattro sans problème. Enfin, sans problème. Audi Quattro, c'est bien sûr le leitmotiv de ce rallye Monte Carlo. On connaît les qualités, voiture d'une très haute technicité avec un moteur 5 cylindres turbo de 330 chevaux et une transmission à 4 roues motrices qui la rend très performante sur la glisse. Elle a atteint un bon seuil de fiabilité et a gagné 2 des derniers rallyes du championnat du monde. Elle est donc la voiture à battre, et pour épauler les 2 pilotes d'usine, Nicolas et Michel Mouton, on ne compte pas moins de 5 autres bons pilotes. En tout, 7 Audi compétitives au départ du rallye Monte Carlo. Michel Mouton. 7 Quattro, ça veut dire que la famille s'agrandit, et ça veut surtout dire, je crois, que cette voiture qui faisait ses premiers pas l'année dernière au Monte Carlo
cette année a prouvé que la voiture était devenue fiable et que c'était une voiture qui était faite pour gagner. Et je crois que maintenant, la version client et les gens qui ne sont pas des professionnels peuvent se risquer. Je crois qu'ils ont tout à fait raison de se risquer à faire ce Monte-Carlo avec une quattro, et j'espère pour eux qu'on sera nombreux à l'arrivée. Évidemment, cette quattro dont tout le monde parle comme la bête noire du rallye Monte-Carlo sur neige, c'est sûr qu'elle est avantagée sur un tel terrain, mais de toute façon, Monte-Carlo, c'est jamais entièrement neige, c'est jamais entièrement sec, et je crois que ça reste quand même une course très ouverte, mais Le rallye de Monte-Carlo a fait le plein cette année. 300 concurrents ont pris le départ de cette première manche du championnat du monde. Et partis de plusieurs villes d'Europe, les équipages vont attaquer dès ce soir les choses sérieuses avec le parcours de classement. Les Audi Quattro de Nicolas et Michel Mouton sont évidemment favorites, mais elles ne sont pas seules, et si l'on tient compte du peu de neige qu'il y a sur le parcours, leur avantage est beaucoup moins déterminant. je pense que de toute façon, ça serait dommage qu'il y ait un Monte-Carlo sans neige. C'est ce qui serait bien pour le rallye. Je crois que ça serait justement de partir peut-être sur le sec et puis d'avoir un peu de neige en cours d'épreuve. Ça donnerait du plaisir à tout le monde. Oui, parce qu'en plus c'est une voiture qui est hyper efficace mais qui n'est pas du tout spectaculaire au niveau de la vision pour les spectateurs. Oui, ça C'est quand même très dommage qu'il n'y ait pas de neige. Je crois que le spectacle n'arrivera que s'il y a de la neige. Parmi les adversaires les plus sérieux des Audi Quattro, il y a Jean-Claude Andruet et Biche sur une Ferrari, même si tout n'est pas parfait. Le handicap, c'est que nous n'avons jamais mené une Ferrari sur la neige et que nous avons disposé de très peu de temps pour voir un petit peu les conditions qu'il fallait d'adaptation de la voiture sur la neige. Et ça, nous manquons de recul, malheureusement. En plus, nous avons pu disposer d'un mulet, c'est-à-dire d'une voiture d'entraînement pour faire ces essais que très tard, il y a un peu plus d'une semaine. Donc on manque de recul, ça c'est certain. Si les conditions sont très enneigées, on manque de recul à ce niveau-là. Sinon, bon, eh bien, je pense que cette voiture, elle a prouvé qu'elle était capable d'être au meilleur niveau mondial. Et ça, j'en suis content parce que moi, j'en suis convaincu depuis longtemps qu'une 308 GTB, c'est une voiture fantastique. Et je crois que si les conditions persistent, celles que nous connaissons actuellement dans les Alpes, c'est-à-dire qu'il est plutôt humide et mouillé, je crois que là, on devrait pouvoir mener quand même la vie dure à nos concurrents. Ce rallye sera également pour Bernard Martin-Dondos, pilote et journaliste, l'occasion de réaliser une expérience originale. Sous contrôle médical chez un appareillage qui m'enregistre l'électrocardiogramme. Je vais avoir un appareil qui aussi enregistre l'électroencéphalogramme. On va me faire des prises de sang, des analyses d'urine, on va me prendre mon poids régulièrement, prendre la température, la tension, des examens neurologiques, des tests de réflexes et un examen ophtalmologique complet aussi, justement pour essayer de mieux comprendre comment tout se passe et pour essayer après d'améliorer la préparation physique dans un premier temps des pilotes de rallye et puis pourquoi pas à plus long terme du conducteur moyen. En tous les cas, il faudra être largement au-dessus de la moyenne pour l'emporter cette année. S'il est vrai que certaines équipes officielles comme Ford, Fiat, Talbot ou Renault ont renoncé à participer, les Audi Quattro largement favorites devront cependant compter avec les Opel de Röhrl et Kleint, la Ferrari de Jean-Claude Andruet ou encore les 3 Porsche de Valdegarde, Fréquelin et Jean-Luc Terrier. Mais l'arbitre, le seul de cette édition du cinquantenaire, ce sera évidemment la météo. Si la neige est aussi peu présente qu'actuellement, ce n'est pas gagné d'avance pour les Audi. En revanche, si elle se met à tomber en abondance ou s'il se met à geler, ce sera difficile. À Paris, ils sont encore quelques-uns à espérer la neige. Ceux qui se sont mis dans la tête qu'un rallye Monte-Carlo sans neige ne vaut pas mieux qu'un repas sans plat de résistance. La suite leur donnera tort, car même dans des conditions qui pouvaient faire penser que l'on était en plein dans un rallye printanier, le Monte-Carlo 82 devait réserver son lot habituel d'émotions. Comme d'habitude, il a fallu tordre le cou à ces interminables itinéraires de concentration avant de se donner rendez-vous à Aix-les-Bains. La montagne en point de mire, la nuit comme obsession. Et c'est d'entrer le festival Opel, avec Walter Röhrl. Pourtant, le Revard avait aiguisé quelques ambitions. Celle de Kleint, Andruet, Fréquelin, Michel Mouton et Nicolas. Toutes les marques favorites de l'épreuve étaient aux premières loges. Il allait y avoir du sport. Bientôt, les Porsche de Fréquelin et de Terrier
confronter leur pilote avec le casse-tête du réglage. Les problèmes de frein allaient venir après. Non, non, mais ça, on n'en parle pas. Tirette de phare, carénage de levier de vitesse, tu sais qui est un peu enfoncé. Amortisseur arrière, on n'y touche pas. Ressort avant, il faut les mettre. Faut mettre des ressorts plus durs à l'avant. Il y a un petit sointement au joint speed de la poulie moteur. Il faut changer les disques de frein. Le joint de bouchon d'essence qui est barré. Est-ce qu'il y a une mise à l'air libre sur le bouchon? Ça vient pas de ça, non? C'est bien la pompe, hein, Jean? C'est pas la mise à l'air libre comme on a mis du scotch autour. Non, non. Ensuite, il y a 6 blocs de barre avant vérifiés. Mon siège qui se barre. Mais un bout de bois. Si pour certains les problèmes étaient déjà réglés, Andruet, lui, voyait fondre tous ses espoirs. C'était dans la Chartreuse, après une panne d'allumage. Il dérapait sur une plaque verglacée, la voiture tapait de l'avant, c'était terminé. Ah, pour nous, oui, c'est le fiasco complet, vraiment, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, de toute façon, c'est simple. Hein, là, même si j'avais été en tête et même si le départ de course eût été favorable pour nous, il me serait arrivé la même chose. J'avais une équipe d'ouvreurs, là, j'avais 3 équipes d'ouvreurs et j'en avais une, j'avais fait certaines réserves à leur égard, non pas parce que ce ne sont pas des garçons sympathiques ou pas consciencieux, mais qui manquaient vraiment d'expérience. Il y avait un pistard qui n'avait aucune expérience des rallyes et moi j'étais pas d'accord. Ça s'est avéré une grosse faute parce que ils n'ont pas vu une grosse plaque de glace, mais dans un endroit très difficile, une plaque de glace noire. Je vois René Trottmann, justement, vient souvent en arrière, descend même de voiture pour voir exactement, pour être sûr, il ne laisse rien au hasard. Bon, ça, c'est vraiment le cas du type de l'ouvreur parfait, vous voyez. Mais quelqu'un qui n'a pas cette expérience de rallye ne peut pas comprendre ça ou enfin n'a pas saisi l'importance du problème. Andruet hors de combat, Roll devait être débarrassé encore de la menace constituée par l'Audi de Mikola. Une crevaison et un demi-arbre de roue endommagé repoussaient le Scandinave à plus de 4 minutes de l'Allemand. Le parcours de classement avait donc joué son rôle à fond et causé quelques dégâts, en même temps qu'il avait permis aux Opel Ascona de Roll et Kleint d'exploiter comme il fallait un terrain plus favorable aux 2 roues motrices qu'aux 4. Même si Michel Mouton, avec la Quattro, avait manifesté un entrain qui lui permettait de talonner la Porsche de Fréquelin. Mikola venait plus loin devant Terrier et les 2 Renault 5 Turbo de Saby et Snowbeck. Véritable colonne vertébrale du rallye, le parcours commun allait débuter par 2 coups de tonnerre, les 2 fois avec Michel Mouton comme détonateur. D'abord, elle affirma ses prétentions légitimes en signant le meilleur temps dans le Turini. Elle allait disparaître ensuite entre le pont de Miolan et Saint-Auban. Une plaque de verglas et c'était fini. Alors Michel, trahi par une plaque de verglas? Exactement, trahi par une plaque de verglas. C'était une grande courbe. On venait de faire d'ailleurs 3 km de mouillé où j'ai senti que les pneus accrochaient bien. Et je rentrais dans une zone qui allait être vraiment à l'ombre. Mais là où je suis sortie, c'était encore au soleil et je pensais pas, on ne pouvait pas voir à l'œil nu que c'était du verglas. Et la voiture a décroché en pleine accélération directement contre un mur qui était à 2 mètres de la route. Nous n'avons rien, ni l'une ni l'autre, de cassé ni de fracturé. On a toutes les 2 des hématomes un peu partout et des douleurs dans la poitrine parce que le choc a été quand même très fort. Je crois que c'était entre 3e à fond, ça doit correspondre à 110-120 et ça fait vraiment très très vite. Votre indisponibilité durera-t-elle longtemps et quand reverra-t-on Michel Mouton dans un rallye? Eh bien, le programme prévoyait d'aller en Suède le 14 février. Ça veut dire que si nous sommes prêtes toutes les 2 d'ici la fin du mois, eh bien, nous pourrons espérer partir en Suède. Le parcours commun, c'était aussi le retour à la cravache d'Anu Mikola, qui ne mettait pas longtemps à prendre le relais de Michel Mouton. Après 4 spéciales,
il avait repris 1 minute et 3 secondes à Walter Röhrl, que nous suivons ici. Celui-ci néanmoins donnait l'impression de contrôler parfaitement la course, et on le sentait capable de répondre coup pour coup aux attaques qui pourraient venir l'importuner. L'Ardèche, il est vrai, dans son décor pour western autorisé, multipliait les ambitions et les audaces. À ce jeu, Hannu Mikkola était en passe de devenir un seigneur de la route. Peu lui importait la sécheresse du temps, peu lui importait les espoirs plus ou moins déçus de ses concurrents. Il passait à l'attaque, partout, tout le temps. Et il finissait par forcer l'admiration, car sa formidable course-poursuite tenait à la fois du défi et de la hargne. Se doutaient-ils, ceux qui plaisantaient à la neutralisation de Vals-les-Bains, que le Finlandais était en train de leur jouer un tour à sa façon? Pour la bouffe, et pour le vin, il se pique bien le français. Guy, tu manges pas un morceau? 24, mange un bout. Eh oui, mais mange un bout. Fais gaffe parce que t'as mangé ton pain blanc en plus là. Où est-ce que tu as trouvé ce couvre-chef là? En plus, ça te va. En plus, il a plus tendu plus vite que. On dit plus respirer. La dernière nuit promettait d'être chaude, et le départ des rescapés pour le final pouvait faire penser à un défilé avant l'heure. Le temps était venu pour les ultimes règlements de compte, surtout entre Röhrl et Mikkola, qui allaient entamer un somptueux bras de fer. Voilà. Mais en enlevant les premières spéciales du final, le champion allemand avait sans doute pris un avantage psychologique important sur son rival. Quant à Fréquelin, on l'avait vu aborder cette dernière nuit dans la foulée des deux leaders. Mais il perdait toutes ses chances après que la courroie crantée de la pompe à essence se soit cassée sur sa Porsche. Les R5 de Saby et Snobek remplissaient leur contrat. Kleint, victime d'un tête-à-queue et d'une touchette, passait un long moment à son assistance à Digne. Rafistolage, replâtrage, remise en ordre et remise en route. Kleint repartait, mais dégringolait au classement de même que Fréquelin. Ces incidents profitaient bien à Jean-Luc Terrier, qui se hissait jusqu'à la 3e place en vue de l'arrivée. Vu ma position au départ, avec tout le temps que j'avais perdu dans les 5 premières, ça aurait été idiot de continuer à attaquer parce que j'aurais réduit l'écart, mais ça ne me faisait pas gagner de place. Alors pour une fois, je me suis calmé, je me suis civilisé à mon âge. On a même dit Terrier a vieilli, il est plus dans le coup, il attaque plus. Ben oui, mais si j'avais continué à attaquer, je serais peut-être pas à l'arrivée. Alors en fin de compte, bon, j'ai attaqué quand il le fallait, dans des épreuves moins dangereuses, mais quand il y avait des risques de sortie de route, j'ai relevé un peu. Enfin, le public doit être content parce que dans la dernière spéciale, j'ai mis exprès des clous pour faire du cinéma et j'ai pris 1 minute et demie sur le meilleur temps sur 16 km. Mais enfin, j'ai fait du cinéma. Guy Fréquelin, lui, avait hérité de la 4e position après l'incident mécanique que l'on sait. Le problème qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a trop longtemps que je n'avais pas conduit de Porsche, surtout sur ce genre de terrain. Et il a fallu retrouver les réglages, les pneus adéquats en fonction des épreuves spéciales, de la température ambiante, du kilométrage de l'épreuve, parce que ce sont des voitures qui ont un équilibre tout à fait différent d'une voiture conventionnelle. Elles sont très lourdes de l'arrière, très légères de l'avant, et il faut des pneus vraiment très différents par rapport à une voiture conventionnelle. Et il fallait retrouver tout ça. Et dans la dernière nuit, on était prêts en fait dans la dernière nuit malheureusement. Vous avez été l'attraction de cette nuit. C'est déjà pas mal, c'est une consolation. Consolation pour les Français, victoire pour Röhrl. Le Grand Blond est revenu cette année à Monte-Carlo pour rééditer sa victoire de 1980.
Ce matin-là, Guy Fréquelin s'était réveillé avec un méchant mal à l'oreille. Il avait le masque. C'était ce soir ou jamais, le final du rallye Monte-Carlo, l'occasion de mettre sa Porsche sur la voie du triomphe. À ce moment-là, tous les espoirs lui étaient encore permis. Troisième à moins de 3 minutes du leader Walter Röhrl, il avait le droit de nourrir quelques ambitions. Mais bon sang que ce foutu mal d'oreille lui donnait des idées sombres. Heureusement, Étienne, son vieux masseur, son confident de toujours, savait comment tordre le cou à toutes ses douleurs, à toutes ses obsessions. J'ai dû enfoncer une boule de pièce un peu trop loin. Non, je crois pas, non, c'est l'oreille un peu sur la trompe de... C'est l'oreille, c'est un peu... Trompe de stage, l'oreille interne, c'est comme du petit lutti, ça te fait mal, là. Oui, c'est quand tu ici. Oui. Et c'est vrai qu'il en avait fait des rêves de victoire, qu'il avait vu sa Porsche défier le chronomètre et venir à bout des derniers obstacles. Des rêves où tout était limpide, où le moteur jouait un étrange concert. Il avait poursuivi sa toilette en revoyant toujours les mêmes images, à l'écoute des mêmes bruits, en tête à tête avec ses derniers tourments et ses premiers espoirs. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un avocat, s'il vous plaît? Puis, Jean-François Fauchil est venu le retrouver. Jean-François, c'est son coéquipier, l'homme qui partage sa vie sur la route et parfois en dehors, celui qui lui commande aussi ses repas et qui lui rappelle qu'il est temps de se préparer. Enfiler la combinaison, les chaussures, faire des gestes qu'il a toujours faits, de façon mécanique, mais les idées étaient ailleurs, là-bas, sur la route. Pas de nourriture trop riche, lui avait dit Étienne, qui veille sur lui comme une nounou. Mais avait-il vraiment faim? Il était encore en proie à ses doutes et à ses appréhensions. Salut Jean-François. Ça va? Guy et Jean-François, deux amis, deux associés, deux complices. À l'heure qu'il était, toutes leurs pensées étaient tendues vers le même objectif, dans la même direction. La course de la nuit. C'était pas l'air frais, en fin de compte, de la fenêtre ouverte, des fois aussi, ça arrive, ça? Il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est parce que j'ai peut-être un petit coup de froid là avec la fenêtre ouverte. Comme il y a pas mal de buée dans la voiture, on roule avec la fenêtre ouverte. Vous pouvez imprimer une note si vous voulez. Il était temps de contrôler les notes des épreuves spéciales. Je te donne le propre? Non, le brouillon. Ça, c'est juste pour... Ce sont les notes de paye, ça? Ouais, c'est paye. J'y vais? Vas-y. Alors, départ aux 2 arbres, 20 mètres droite à fond et gauche 95 long ferme, 30 mètres épingle gauche large, 30 mètres droite à fond, attention 30 mètres gauche à long frein pour épingle droite, 30 mètres gauche à fond plus, 20 mètres droite 105 fond frein et épingle gauche large. Et lorsqu'ils s'éloignèrent, ce fut une porte qui se refermait sur leurs interrogations. Ils allaient tout oublier dans l'action, même si cette fois tout n'alla pas comme sur des roulettes. Un incident mécanique les avait obligés à s'arrêter longtemps sur la route. La victoire s'éloignait définitivement. Alors Fréquelin allait faire un malheur. Il n'avait plus rien à perdre. Il devait faire le spectacle. Le fauve était lâché, et ce fut lui le héros du parcours final. À l'arrivée, il était 4e.